Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons plusieurs volets à discuter, à savoir la visite qu'a effectuée aujourd'hui le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi en Arabie Saoudite, en réponse à l'invitation avancée par le souverain saoudien et Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Et aussi, nous avons d'autres volets à discuter, évidemment, le sommet de TICAD 9. Dans ce sommet, Madbouli appelle le Premier ministre égyptien à appeler à soutenir la stabilité de l'Afrique et à mettre fin à l'agression israélienne. Il faut dire aussi que l'Égypte et le Japon signent 12 accords susceptibles de renforcer les liens en matière d'investissement et de commerce. Et en d'autres termes ou sur un autre plan, nous allons aussi focaliser durant cette émission sur l'économie verte. À l'heure actuelle, tout le monde voit les choses à partir de la perspective du vert, c'est-à-dire tout ce qui est en faveur de l'environnement, du climat. Alors donc, il s'agit de l'économie verte et les leaders œuvrent pour un développement durable. Nous allons amorcer notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui est arrivé aujourd'hui en Arabie Saoudite en réponse à l'invitation du prince héritier et premier ministre du royaume, Mohammed bin Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Selon le porte-parole de la présidence, cette visite s'inscrit dans le cadre des relations historiques solides qui unissent l'Égypte et l'Arabie Saoudite et illustrent la volonté des deux dirigeants de continuer à renforcer la coopération bilatérale. Les entretiens entre le président Al-Sisi et le prince héritier prévus dans la ville de Nehoum porteront sur les moyens de soutenir et renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays afin de servir les intérêts communs sur les plans politiques, économiques et du développement au cours de cette visite. Les deux dirigeants vont examiner également l'évolution de la situation dans la région, notamment la guerre dans la bande de Gaza, ainsi que les dossiers relatifs au Liban, à la Syrie, au Soudan, à la Libye, au Yémen et la sécurité de la mer Rouge. التقرير الأول Sur un autre plan, l'Égypte et le Japon ont signé 12 accords pour renforcer les liens en matière d'investissement et de commerce. Mais et justement, c'était l'occasion pour le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli au cours du sommet de TICAD pour appeler la communauté internationale à soutenir la stabilité de l'Afrique et mettre terme à l'agression israélienne. Il faut dire que le Premier ministre Mostafa Madbouli a discuté des défis croissants qui menacent l'Afrique et de la reconnaissance d'un État palestinien lors de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, mercredi à Yokohama au Japon. L'Égypte a l'intention d'accueillir la 5e édition du Forum d'Assouan en octobre prochain pour discuter des principales questions africaines dans le cadre de l'interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a discuté des défis croissants que menace l'Afrique et de la reconnaissance d'un État palestinien lors de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Yokohama au Japon. Le Premier ministre a souligné les défis auxquels est confronté le continent africain, notamment les conflits armés, le terrorisme, le changement climatique, ainsi que des problèmes structurels persistants comme la pauvreté, le chômage et l'insécurité alimentaire et hydrique. Il a souligné que ces défis nécessitent un soutien substantiel de la part des partenaires de l'Afrique, le Japon en tête. Il a également, au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, évoqué le rôle de premier plan qu'a l'Égypte dans la reconstruction et le développement post-conflit en Afrique, et a mentionné la mise en service du centre de reconstruction que l'Égypte accueille au Caire, en plus de renforcer la coopération africaine par le biais de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement.
Le Premier ministre a souligné la participation des forces égyptiennes à la mission Awsom et le doublement du financement africain pour cette mission. Il a enfin remercié le gouvernement japonais pour son soutien à ses efforts et appelé la communauté internationale à fournir le soutien et le financement nécessaires à la mission africaine en Somalie. Pour conclure, le Premier ministre a abordé la question palestinienne, affirmant qu'elle occupait une priorité absolue pour l'Égypte et l'Union africaine. Il a déclaré qu'il était temps non seulement de condamner l'agression israélienne et ses politiques de génocide systématique, mais aussi de prendre des mesures rapides et décisives pour y faire face, y compris la reconnaissance de l'État de Palestine, afin de protéger le peuple palestinien. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur, le chef de l'État a effectué aujourd'hui une visite en Arabie Saoudite en réponse au prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman Al Saoud. D'après vous, quels sont les dossiers les plus importants ayant été discutés durant cette visite? Premièrement, les relations entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite sont toujours les relations les plus importantes dans le monde arabe. Alors quand on parle d'une réunion pareille, alors on parle sûrement à cause de tournants très importants dont passe la région en ce moment. Alors cette visite vient toujours dans le cadre de consolider toujours les relations historiques entre l'Égypte et le royaume de l'Arabie Saoudite et reflète la volonté des deux dirigeants de pouvoir poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que la coordination et la consultation sur les questions régionales. Alors, quels sont les sujets? Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets dont les deux leaders ont besoin de discuter, que ce soit au niveau politique, économique et même dans les questions de développement. Alors, on peut parler certainement de la guerre israélienne sur la bande de Gaza, on peut parler des questions liées au Liban, à la Syrie, au Soudan, la Libye, au Yémen et certainement la sécurité de la mer Rouge. Alors, il y a plusieurs axes à examiner durant cette visite très importante du président de la République, mais je pense que le dossier le plus important, c'est le tournant très important en ce qui concerne la cause palestinienne, notamment la possibilité d'aboutir à un cessez-le-feu très prochainement à Gaza et les conditions qui ont été imposées par Israël, dont Hamas a déjà accepté la plupart, et qu'il ne manque maintenant que l'accord de la part d'Israël pour qu'on puisse arriver finalement à épargner la vie des Palestiniens du massacre qui est en train de prendre place actuellement à Gaza. L'Arabie Saoudite actuellement est un acteur important, un des protagonistes évidemment des pays du Golfe, mais aussi l'Arabie Saoudite joue un rôle important dans la région et un rôle qui s'accentue de plus en plus. Dans quelle mesure l'Arabie Saoudite a actuellement un impact dans la région? Bon, certainement depuis que le prince héritier a commencé à accorder beaucoup plus d'importance aux questions internationales dans la politique de l'Arabie Saoudite et que l'Arabie Saoudite commence de plus en plus de prendre un rôle très effectif dans le cadre des problèmes du Moyen-Orient. Une des questions les plus importantes, c'est le désir israélien depuis un très grand moment de normaliser les relations avec l'Arabie Saoudite. Une question que le prince héritier en a parlé plusieurs fois et le roi Ben Salman lui-même en a parlé, qu'on ne peut jamais aboutir à une normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et avant que la Palestine ait déclaré son État indépendant. Alors je trouve que c'est une position très solide de la part de l'Arabie Saoudite. N'oublions pas que les États-Unis ont des relations très étroites avec l'Arabie Saoudite et certainement avec Israël.
et ils ont intérêt à arriver à une fin à la guerre qui prend place actuellement à Gaza et même en Cisjordanie pour qu'on puisse arriver à achever ou à réaliser ce désir israélien de normaliser les relations avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite et le Qatar ont contribué avec ferveur au développement des investissements arabes aux États-Unis suite à la visite qu'avait effectuée le président américain Donald Trump. À votre avis, est-ce que de par le fait de cette présence des pays du Golfe en tant qu'investisseurs importants aux États-Unis, est-ce qu'ils pourraient avoir un poids important pour exercer une certaine pression sur les États-Unis pour intervenir et mettre terme à la guerre à Gaza? Effectivement, c'était toujours le point de vue de l'Égypte et je pense que beaucoup d'autres supporters de la terminaison de l'agression israélienne sur la bande de Gaza. Mais personnellement, moi je trouve que c'est un peu trop tard. Les investissements sont déjà promis, même les sommes ont été déjà prononcées. Cela dit, on peut toujours trouver une raison pour un peu ralentir les choses tant qu'on ne trouve pas sur le terrain une réalisation de la paix dans le Moyen-Orient. Mais cela dit, j'aurais toujours préféré que ces pays du Golfe n'ont pas promis de donner tous ces sommes avant qu'il y a une pression, une vraie pression de la part des États-Unis sur Israël pour arrêter cette guerre, ou bien disons ce génocide qui est en train de prendre place actuellement à la bande de Gaza. Mais certainement, il y a des pressions très fortes qui peuvent être réalisées, notamment que les investissements arabes des pays du Golfe s'étendent sur plusieurs années, ce qui permet toujours d'exercer une pression si ces pays veulent vraiment exercer cette pression. À votre avis, quel est l'objectif de l'État israélien compte tenu de la situation actuelle à Gaza? Est-ce vraiment le déplacement des Gazaouis? Est-ce la démolition complète de Gaza? Ou est-ce la libération des otages qui sont détenus par le Hamas? Je pense que le dernier des soucis de la part du gouvernement d'Israël est celui des otages. Mais la vérité, c'est que la liquidation de la cause palestinienne est un désir israélien qui est clair, qui est exprimé, qui est déclaré déjà. Alors, je ne suis pas en train de révéler un secret. Mais est-ce que la communauté internationale va le permettre? Est-ce qu'il y aura une vraie pression de l'Occident pour que Israël se plie avec le droit international ou non? C'est ça le vrai point. Parce que on trouve devant nous, malgré toutes les atrocités commises par Israël contre les Palestiniens, et que jusqu'à maintenant, il y a un support américain inconditionnel pour l'État d'Israël d'un côté, et même en ce qui concerne l'Occident, malgré toutes les promesses de reconnaître l'État palestinien, mais on ne trouve pas des étapes qui sont à la même hauteur. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vraie sanction contre l'État hébreu, contre les crimes de guerre commis par Israël avec le peuple palestinien, et je trouve qu'il y a eu un certain degré de double standard et même hypocrisie de la part de l'Occident en ce qui concerne la cause palestinienne. Alors on entend toujours de la part de l'Occident qu'il sympathise avec le droit des Palestiniens à l'autodétermination, mais en même temps, on ne trouve pas des étapes qui accompagnent ce désir. On ne trouve pas vraiment des étapes physiques, des étapes concrètes, que ce soit pour déclarer l'État palestinien sur les territoires du 4 juin 1967, y compris Jérusalem-Est comme capitale, et on ne trouve pas vraiment un manque de support politique ou militaire contre l'État hébreu. Même les quelques armes qui ont été arrêtées, c'est toujours, il y a entre parenthèses, pour ne pas être utilisées contre les Gazaouis.
Ce qui veut dire que si le gouvernement israélien promet de ne pas utiliser ces armes, alors le flot d'armes va toujours continuer vers Israël. Et d'ici, je dis le double standard, parce qu'on est en train d'appliquer actuellement le 18e paquet de sanctions contre la Russie à cause de son agression contre l'Ukraine, tandis que quand ça concerne Israël, alors c'est toujours un autre point de vue et que c'est assez compliqué de pouvoir vraiment imposer des sanctions sur l'État d'Israël. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a profité de sa présence au Japon face à la TICAD 9, justement pour évoquer la question de Gaza. À votre avis, dans quelle mesure ceci est susceptible de sensibiliser quand même les leaders? Parce que les populations sont déjà sensibilisées. Les populations sur les réseaux sociaux, dans les protestations dans différents pays du monde sont sensibilisées sur un plan humanitaire. Mais les leaders, dans quelle mesure Monsieur l'ambassadeur, êtes-vous en ligne? Eh bien, il y a eu une interruption de l'appel avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Il faut dire que justement, j'étais en train de lui poser la question concernant le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui a appelé à soutenir la stabilité de l'Afrique et à mettre fin à l'agression israélienne. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a discuté des défis croissants qui menacent l'Afrique et de la reconnaissance d'un État palestinien lors de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9, mercredi à Yokohama, au Japon, et l'Égypte a l'intention d'accueillir encore une fois, et comme on l'a déjà mentionné au début de notre rencontre, la 5e édition du Forum d'Assouan en octobre prochain pour discuter des principales questions africaines dans le cadre de l'interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement. Concernant toujours la TICAD ou ce sommet de TICAD 9, il faut dire que l'Égypte et le Japon signent 12 accords pour renforcer les liens en matière d'investissement et de commerce. L'Égypte et le Japon ont signé 12 accords et mémorandums d'entente lundi 15 août dans des domaines comme l'éducation, l'énergie renouvelable, le développement industriel, l'économie verte, le tourisme et la technologie. Ces accords devraient considérablement renforcer les liens bilatéraux en matière d'investissement et de commerce. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'Égypte et le Japon ont signé 12 accords et mémorandums d'entente lundi dans des domaines comme l'éducation, les énergies renouvelables, le développement industriel, l'économie verte, le tourisme et la technologie, a annoncé le Conseil des ministres dans un communiqué. Les accords ont été signés au Forum d'investissement Égypte-Japon à Tokyo, qui a réuni les hauts responsables et les chefs d'entreprise des deux pays. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté à l'événement aux côtés de ministres égyptiens et de leurs homologues japonais. Des accords ont été signés avec Casio pour former les enseignants de mathématiques de primaire, Sprix pour développer des programmes de mathématiques et d'informatique sur le modèle japonais, et avec Yamaha pour introduire l'éducation musicale, la formation des enseignants de musique et des instruments dans 100 écoles, a indiqué un communiqué du cabinet égyptien. Un protocole d'accord a également été signé entre le ministère égyptien de l'Éducation et de l'Enseignement technique et le ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie pour développer l'éducation basée sur le modèle Tokatsu et améliorer l'enseignement et la formation technique et professionnelle. En matière d'énergie, la zone économique du canal de Suez s'est associée à Itochu et Orascom pour des installations de soudage d'ammoniac vert et avec le gouvernement de Tokyo pour une coopération en matière d'hydrogène vert. Dans le domaine du tourisme et des services, Waterway Development s'est associé à Tokyo Hotel Group pour la fabrication des loisirs et du divertissement. Toyota Tsusho a également signé un accord d'investissement avec les ministères égyptiens pour localiser la production automobile et un protocole d'accord avec l'Université égypto-japonaise des sciences et des technologies. Le communiqué ajoute que la signature de ces accords intervient alors que l'Égypte cherche à attirer davantage d'investissements japonais, à améliorer la production locale, la valeur ajoutée et à ouvrir de nouvelles voies d'exportation vers les marchés régionaux.
Le forum a eu lieu en marge de la visite de Medbouli au Japon, où il a représenté le président Abdel Fattah el-Sisi à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, à Yokohama. Lancé par le Japon en 1993 et co-organisé avec l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale et l'Union africaine, la TICAD est l'un des forums internationaux les plus importants pour la promotion de la coopération avec l'Afrique. Initialement quinquennale, elle est passée à un cycle de 3 ans en 2016. Les perspectives à partir desquelles les leaders du monde envisagent le développement durable et envisagent l'énergie, c'est à partir du vert ou à partir de l'hydrogène bleu. C'est toujours des tentatives de conservation du climat et de la planète. Le réchauffement climatique a atteint 1,5 et des efforts considérables sont déployés de manière à conserver ce taux d'augmentation ou d'élévation de température, étant donné que au-delà de 1,5, vraiment des désastres sont susceptibles de surgir compte tenu de la fusion des pôles et autres. Alors il faut dire que l'économie verte opte pour un développement durable. L'économie verte se base sur l'exploitation des ressources naturelles d'une manière qui préserve l'environnement et réalise un développement économique durable. Dans ce contexte, l'énergie renouvelable représente l'un des piliers de l'économie verte. Vu que l'Égypte œuvre à augmenter le taux d'énergie renouvelable et le faire parvenir à 42% de son équation énergétique en 2030, de nombreuses opportunités se présentent dans ce domaine, comme l'utilisation de l'hydrogène vert dans l'industrie de sidérurgie. Le point. Présente en Égypte depuis 1932, l'industrie sidérurgique a enregistré des exportations records en 2023, estimées à 2,33 milliards de dollars, avec une hausse de 65% par rapport à l'année précédente. D'autre part, l'Égypte possède le taux le plus élevé d'ensoleillement et de vent au monde, qui constitue les fondements de la production de l'hydrogène vert. En plus, le gouvernement égyptien a signé des référendums d'entente relatifs au marché de l'hydrogène vert avec plus de 14 organismes en 2022. La gestion des déchets est un autre pilier de l'économie verte. L'Égypte produit près de 90 millions de déchets solides par an. Partant, le gouvernement œuvre avec le secteur privé à transformer ces déchets en ressources économiques. De là émanent plusieurs opportunités d'investissement, comme l'adoption du modèle de l'économie circulaire du carbone, qui consiste à réutiliser et recycler les produits, afin de prolonger leur cycle de vie et de réduire les déchets au maximum, dans l'objectif ultime de réduire les émissions de carbone. En effet, ce modèle d'économie circulaire est à même d'assurer près de 4,5 trillions de dollars d'opportunités économiques dans le monde et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 39%, soit 22,8 milliards de tonnes par an. La production et le recyclage des batteries présentent une autre opportunité, d'autant que l'Égypte possède les deuxièmes plus grandes réserves de phosphate au monde, principal élément nécessaire à la production des batteries, et que le recyclage des batteries permet de restituer de 70 à 90% de leur poids initial. Cette industrie s'avère d'une grande importance, d'autant que le marché des voitures électriques connaît en Égypte une croissance annuelle de plus de 18%, c'est-à-dire qu'il peut atteindre 9,42 milliards de dollars en 2033. C'est dans ce contexte qu'intervient l'importance du financement vert, l'un des outils les plus importants qui contribue à renforcer l'action climatique mondiale. En effet, les études indiquent qu'une augmentation de 1% du financement vert réduit de 0,619% les émissions de dioxyde de carbone. Le volume du marché mondial du financement vert devrait atteindre environ 7,1 billions de dollars en 2023 et l'on s'attend à ce qu'il atteigne 28,7 billions de dollars d'ici 2030 avec un taux de croissance annuel composé d'environ 24,5% au cours de la période 2023-2030. استمع إلى
على صوت الدب، بنحس بفطارنا، كل الشبابيك تهيل، الاولاد تدروخوا فوق بعض، ابن